Bonjour à tous, Justin Larochelle, imofacile.ca. On répond à vos questions chaque semaine. Et encore aujourd'hui, plusieurs questions ont été posées au début de la semaine. Nous sommes vendredi. David, on commence avec toi, David. Une très bonne question. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la même question. Est-ce que le pourcentage d'apport de mise de fonds de chaque partenaire influencera la manière dont la banque calculera le ratio d'endettement? Non, ça n'a pas d'influence, à moins que tu en mettes un petit en bas de 10%, ça n'a pas très d'influence. Présentement, je suis en train de faire un projet, je suis en train d'acheter un centre d'achat. On est 10 partenaires ensemble et plusieurs personnes mettent une mise de fonds dedans. Et chaque ratio d'endettement est calculé, mais en étant 10 personnes, la banque est couverte. S'il arrive un problème, elle a 10 personnes qui peuvent venir nous chercher. Ça fait qu'inquiète-toi pas, ça n'a pas rapport avec le pourcentage des actions. Au final, si moi et mon partenaire, encore David, essuyons un refus de la banque, ratio d'endettement trop élevé, devrais-je d'abord penser à changer de partenaire ou changer d'institution prêteuse? Je crois que tu devrais changer de type d'immeuble à la place. Fait que si tu joues dans trop du petit immeuble, c'est sûr que ça l'affecte ton ATD, ABD. Regarde ça, d'après moi, David, tu es dans des petits immeubles. J'ai jamais vu quelqu'un qui a acheté un 8, 22, 242 8 logements puis qui s'est fait arrêter par la banque quand les immeubles sont là et que la mise de fonds est là. D'après moi, tu es dans du trop petit, David. À plus long terme, si les deux partenaires font plusieurs achats ensemble, devront-ils un jour se séparer par la force des choses et se trouver chacun de nouveaux partenaires ayant plus de petits ratios d'endettement pour espérer continuer à faire de nouvelles acquisitions? David, j'achète un immeuble en 3 à 5 millions par année. OK? Je ne mets jamais de mise de fonds. Et j'ai tout le temps les mêmes partenaires avec moi et les mises de fonds viennent de d'autres partenaires. Non, tu n'es pas obligé, tu es capable de continuer là-dedans, mais il faut savoir comment monter ces entreprises-là. Jordan, dans le même sujet, comment justifier le pourcentage des gains de chacun des partenaires si l'on fait toute la partie de la gestion de A à Z et de rester équitable? Est-ce des exemples 10, 20, 30, 40 de différence où vous avez un calcul par rapport à la mise de fonds de chacun? La réponse n'est pas facile parce que ça dépend du type d'immeuble, ça dépend du risque, ça dépend des locataires qu'il y a dedans, est-ce qu'il y a des risques que les gens perdent, est-ce qu'on a des rénovations à mettre dedans, c'est quoi ton expertise que tu as par rapport aux autres personnes, c'est quoi la mise de fonds qui est mise de chacun, c'est quoi l'expertise des gens, fait que il n'y a pas de réponse, mais tous tes pourcentages sont bons, que ce soit du 20, 30, 40, 50, 60, c'est du cas par cas. Il n'y a pas de règle définie que c'est 30%, c'est 70%, c'est ça que Ghislain a dit, puis c'est de même que ça marche. Malheureusement, ça ne marche pas de même. Juste pour te prouver comment c'est compliqué, dans le coaching avancé, on passe une journée à répondre à ta question. On a un fichier de calculateur Excel qui est juste pour ça qu'on a développé et on passe toute la journée à regarder tous les scénarios et comment s'enligner là-dessus. C'est que toutes les réponses sont bonnes, Jordan. OK? C'est dépend comment toi, des partenaires, et toi, tu veux le faire. Marc-Antoine, lors de votre dernière capsule, vous avez bien expliqué le principe du taux d'imposition du revenu net d'une compagnie versus le personnel en multilogement. Pour les gens qui veulent réécouter nos capsules, nos dernières capsules qu'on fait depuis 1 an, allez sur notre chaîne YouTube. Vous êtes capable d'avoir toutes les vidéos que vous pouvez avoir pour les revisionner. Souvent sur Facebook, c'est difficile de les suivre, mais sur YouTube, ils sont placés facilement, vous êtes capable de les voir. Donc, pour ce qui est de l'imposition lors du gain en capital à la revente de l'immeuble, est-ce le même principe d'imposition ou cela diffère? Non, ce n'est pas le même principe d'imposition, c'est un gain en capital, donc 50% est imposable des profits lorsque tu vends. Et Marc-Antoine me demande, est-ce voué à changer avec la réforme de M. Trudeau qui vise les qui vise les petites PME? Je ne sais pas du tout, Marc-Antoine. J'aimerais ça. Il veut monter à 75, j'espère qu'il ne le fera pas, mais on ne le sait pas. Je me croise les doigts que ça n'arrivera pas. Dave, bonjour Justin, quelles sont les étapes pour transférer un immeuble personnel vers une incorporation? Je crois qu'il faut faire une vente à la juste valeur marchande. Exactement, c'est ça qu'il faut faire. Il faut évaluer, le plus facile, c'est de faire évaluer un immeuble,
par un évaluateur agréé, tu as la juste valeur marchande, et ensuite de ça, tu le transfères dans l'incorporation. Les fiscalistes et comptables, ils appellent ça faire un roulement d'actifs, et tu peux t'attendre à payer entre 2 et 5 000 pour le faire. Donc, quand vous partez en immobilier et qu'un jour vous pensez vous incorporer, faites-le au départ, c'est 950 pour être capable de partir au départ, au lieu de 5 000 $ après ça quand tu veux transférer, plus le rapport d'évaluation. On est tout le temps mieux de le faire au départ. Antoine, bonjour Justin, est-ce un réel handicap d'acheter un multilogement dans un secteur où la prise de valeur est presque inexistante, mais où la rentabilité est supérieure à un multilogement situé dans un grand centre? C'est drôle, Antoine, parce que hier matin, j'étais avec un étudiant au coaching et on regardait justement la différence avec les deux types d'immeubles. Fait qu'on s'en allait, par exemple, dans le plateau, la valeur des immeubles augmente beaucoup, mais tu n'as aucun revenu, tu arrives dans le trou tous les mois. OK? Tu t'en vas à Granby, tu t'en vas à Sherbrooke, tu t'en vas en région, les valeurs augmentent presque pas, mais tu as une super de bonne rentabilité pour avoir à la fin du mois. Fait que ça dépend de vos objectifs. Je vais répondre pour tout le monde, ça dépend de vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Est-ce que vous voulez avoir un revenu mensuel ou une dépense mensuelle? Fait qu'un revenu mensuel, moi, si vous lâchez votre job, vous avez besoin de revenus mensuels. Fait que vous ne pourrez pas aller acheter au plateau parce qu'après 2-3 immeubles sur le plateau à Montréal, vous allez avoir besoin de 1 ou 2 ou 3 autres jobs pour être capable d'arriver parce que ça n'arrivera pas. Fait que regardez bien c'est quoi vos objectifs et ça va vous guider un petit peu vers où acheter. Francis, la dernière question. Bonjour Justin, lorsque nous avons des enfants d'âge scolaire, est-ce que nous sommes obligés de payer les taxes scolaires de nos immeubles locatifs à la commission scolaire de nos enfants? Où est notre maison? C'est une bonne question parce que pour les maisons, je sais que tu n'as pas le choix. Tu es obligé de payer les taxes scolaires. Où est ta maison si tu as des enfants d'âge qui vont à l'école? Si tes enfants ne vont plus à l'école, tu as le droit de choisir la commission dans ton coin là-dessus. Pour les immeubles locatifs, est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui saurait la réponse? Je ne suis pas sûr de la réponse et un gros merci à vous pour votre aide. Fait que merci encore à tous. N'hésitez pas, n'oubliez pas, sur YouTube, nous avons toutes les vidéos des dernières semaines. À la prochaine semaine, et ne manquez pas lundi, j'ai besoin de vos questions. Bonne semaine!